L'instant philo. Fabulation et post-vérité. Chaque époque connaît son lot d'erreurs, de mensonges, de déformations de la réalité au profit de représentations qui se veulent rassurantes. Ce n'est pas nouveau. Toutefois, on constate que nous arrivons actuellement à un niveau de fake news, de contre-récits plus ou moins délirants, d'affabulation qui sature l'esprit public avec ses conséquences fâcheuses qu'on nomme confusion, complotisme, esprit sectaire, et même discours décomplexés par rapport aux valeurs juridiques, éthiques et démocratiques. Cela nuit évidemment au débat politique et au bon déroulement des élections, où la désinformation malheureusement se déchaîne trop souvent. Les relations sociales deviennent plus conflictuelles. La violence se banalise. Des opinions qu'on croyait bien établies, ainsi que le crédit accordé à la science et à la vérité, sont remis en question. Le 7 mars dernier, par exemple, le mouvement Stand Up for Science, qu'on peut traduire par « Debout pour la science », a organisé une manifestation dans plusieurs villes américaines. L'élection d'hommes politiques qui confondent politique et télé-réalité, ainsi que l'usage de nouveaux et puissants moyens de communication comme les réseaux sociaux et les chaînes d'information, qui sont souvent animés par des propagandistes bien financés et dénués de toute déontologie, expliquent en grande partie ce retour à un certain obscurantisme. Certains estiment qu'on peut même s'émanciper des preuves dans les débats. Pour eux, un bon discours doit être péremptoire et mobiliser des émotions fortes et contagieuses. La vérité, l'accord de la pensée avec le réel, est ainsi congédiée. Une telle attitude renvoie à ce qu'on nomme maintenant la post-vérité, qui fut désignée mot de l'année 2016 par le prestigieux dictionnaire d'Oxford, qui précise que ce terme apparaît dans des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Dans quelques années, les historiens jugeront sans doute sévèrement notre époque. Pourquoi l'immense majorité des humains, du début du XXIe siècle, menacés par les conséquences écologiquement désastreuses d'une logique économique particulière, n'a-t-elle pas réagi ? Comment les peuples se sont-ils laissés séduire et conduire par des thèmes et des politiques n'apportant aucune vraie solution aux problèmes réels, menant même, bien souvent, à leur aggravation ? Toutefois, quand nous cherchons à être lucides face au présent, nous n'avons pas le recul des années qui permet d'avoir un regard plus détaché. Aussi, faute de pouvoir nous projeter complètement dans le futur, il semble bon de revenir sur des analyses passées susceptibles d'éclairer le présent. Au milieu du siècle dernier, Bergson, notamment, dans les 2 sources de la morale et de la religion, a analysé une capacité de raconter des histoires et de se détourner de la réalité qu'il nomme la fabulation. Considérée par notre philosophe comme un élément constitutif de notre psychologie humaine, la fabulation permet sans doute d'éclairer la situation actuelle. Car cette post-vérité qu'on nous présente comme une nouveauté n'en est peut-être pas une. Et face à la culture des émotions sentimenteuses, cette belle expression est de Léon Brunswick, qui sont faites pour manipuler les foules, il paraît opportun de revenir aux analyses rationnelles qui permettent de prendre de la hauteur au bénéfice du bien commun. Que faut-il entendre par fabulation ? Le terme latin fabula vient d'une racine indo-européenne qui signifie énoncer. En français, la fable désigne ainsi 2 sortes de discours. D'abord, un récit imaginaire, une histoire ayant souvent une morale. Pensons ainsi aux fables de La Fontaine.
En un second sens, la fable est une allégation mensongère. Le verbe fabuler signifie d'ailleurs raconter une histoire invraisemblable. En ce sens, la fabulation est un récit invraisemblable qui cherche le plus souvent à tromper. C'est une sorte de mensonge qui passe par un récit imaginaire plus ou moins élaboré. Mais on peut aussi se raconter des histoires, c'est-à-dire au fond se persuader de la vérité d'un récit imaginaire parce que ça nous arrange bien. Cet usage de la fabulation, pour se rassurer, mérite évidemment d'être analysé. Freud, Nietzsche, mais surtout Bergson en ont parlé. La fabulation ne se réduit pas à la volonté de tromper les autres, elle a aussi une fonction psychologique, sociale, religieuse, mais également politique. Bergson aborde la notion de fabulation par le biais des superstitions qui structurent la pensée et le comportement à l'aide de récits invraisemblables. Il met en exergue la spécificité de cette fabulation. Quand on la confond avec l'imagination et qu'on place sous la même rubrique des choses aussi différentes que les découvertes et les inventions de la science, les réalisations de l'art, c'est, dit-il, uniquement pour la commodité du langage et pour la raison toute négative que ces diverses opérations ne sont ni perception, ni mémoire, ni travail logique de l'esprit. Convenons alors, conclut-il, de mettre à part les représentations fantasmatiques et appelons fabulation ou fiction l'acte de les faire surgir. Bergson précise ensuite que notre structure psychologique tient principalement à la nécessité de conserver et de développer la vie individuelle et sociale. Comprendre cette faculté que notre esprit détient de fabuler revient donc à en saisir la fonction. Pour Bergson, la fabulation est une réaction instinctive de défense contre les méfaits de peur qui peuvent gravement perturber l'individu et la société. Or, l'intelligence, selon Bergson, peut dans certaines conditions être source de frayeur et d'angoisse, car parfois elle peut nous amener à désespérer quand elle fait le constat à la fois de la grande dangerosité d'une situation et de notre impuissance complète à y remédier. Qu'on songe à l'homme préhistorique, confronté à des tremblements de terre ou à des épidémies, qui en ignore la cause et les moyens de se protéger. La fabulation permet de lutter contre le désarroi que cause la vision de notre intelligence en proposant des représentations fantasmatiques qui expliquent les phénomènes par l'intervention de force ou de divinité et qui installent le sentiment de pouvoir agir sur la situation en s'adressant à ces entités sous forme de prières, de rituels ou de sacrifices. Tout cela relève pour nous de la pure superstition, mais dans l'ignorance et l'impuissance dans lesquelles étaient placés les hommes de cette époque, la fabulation apportait le sentiment rassurant, même s'il était mal fondé, de mieux comprendre pourquoi ce qui arrivait et d'avoir une influence sur ce phénomène. Bergson écrit que la fabulation est donc une réaction défensive de la nature contre ce qu'il pourrait y avoir de déprimant pour l'individu et de dissolvant pour la société dans l'exercice de l'intelligence. Bergson précise que la fabulation est comme une hallucination naissante. C'est pourquoi elle peut contrecarrer le jugement et le raisonnement, qui sont les facultés proprement intellectuelles. Il argumente ainsi. Aujourd'hui, dans le plein épanouissement de la science, nous voyons les plus beaux raisonnements du monde s'écrouler devant une expérience. Rien ne résiste aux faits. Si donc l'intelligence devait être retenue, au début sur une pente dangereuse pour l'individu et la société, ce ne pouvait être que par des constatations apparentes, par des fantômes de faits. À défaut d'expérience réelle, c'est une contrefaçon de l'expérience. Une fiction, si l'image est vive et obsédante, pourra précisément imiter la perception et par là empêcher ou modifier l'action. Une expérience systématiquement fausse, se dressant devant l'intelligence, pourra l'arrêter au moment où elle irait trop loin, dans les conséquences qu'elle tire de l'expérience vraie. Pour notre auteur, la fabulation est donc essentielle à l'économie psychique des individus et à l'équilibre des sociétés. Fabuler, c'est être capable de produire une représentation imaginaire qui, en imitant les caractéristiques de la perception, occulte le tableau désespérant du réel que notre intelligence peut parfois nous présenter. Quand notre lucidité risque d'être extrêmement déstabilisante, la fabulation permet d'échapper à une profonde insatisfaction et une angoisse qui peuvent être mortifères, au prix, il est vrai, d'un décrochage avec le réel et d'une plongée dans une illusion qui permet de continuer à vivre.
Bergson estime que la fabulation est toutefois une solution temporaire qui neutralise certains dangers de l'activité intellectuelle sans compromettre l'avenir de l'intelligence. En quoi ces analyses de Bergson sont-elles éclairantes pour notre époque ? D'abord, la fabulation, qui produit une contrefaçon de l'expérience et des fantômes de fait, peut dorénavant être facilement reproduite par l'intelligence artificielle ou des vidéos truquées. Quand on sait que la vue est le sens auquel nous faisons le plus confiance pour connaître le réel, il y a de quoi mieux saisir l'extension du domaine de la manipulation. Je pense qu'on peut continuer, malgré tout, à se fier à notre capacité de préserver les valeurs de la science et de la vérité, même si la donne a changé et qu'il faut redoubler de vigilance. Ensuite, si la fabulation est bien une réaction instinctive face à une situation dont notre intelligence constate le grand danger, notre situation de dégradation des conditions de vie sur Terre et de catastrophe écologique annoncée est un terrain sur lequel elle peut évidemment proliférer. On parle ainsi d'éco-anxiété, et des spécialistes de la santé mentale notent une forte progression de pathologies liées à la peur de l'avenir, chez les plus jeunes notamment. Les démagogues qui nient tout changement climatique et proposent une grille d'interprétation du monde à 1000 lieues des problèmes réels sont certes en pleine fabulation. Mais, justement, leurs discours peuvent apporter un vrai soulagement à certains. C'est que la lucidité écologique a un prix coûteux du point de vue psychique. Il n'est pas étonnant que beaucoup la refoulent et luttent contre des constats qui peuvent paraître désespérants, notamment au vu de l'impuissance des combats écologistes face à certains lobbies puissants, appuyés parfois malheureusement par le bras armé des États. On saisit mieux pourquoi l'opinion publique peut avoir foi en des représentations invraisemblables. La post-vérité, qui se développe dans des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles, trouve un bon terrain d'application également actuellement. L'expression post-vérité, dans la définition que nous avons donnée, associe finalement propagande politique, rejet de la valeur de la vérité et fabulation sous une même étiquette. Notre analyse a porté sur une caractérisation de la fabulation et sur les raisons qui font qu'elle a une emprise sur une partie de nos contemporains. Une fois cela établi, on peut songer aux remèdes à apporter à cette régression vers un état, disons-le, pré-scientifique. La réaffirmation de l'idéal démocratique et des règles éthiques, juridiques et politiques doit d'abord assurément passer par une réaffirmation de la valeur de la vérité des sciences, notamment expérimentales. Bergson remarque que dans l'histoire, tant que la science expérimentale ne se sera pas solidement constituée, il n'y aura pas de plus sûr garant de la vérité que le consentement universel. Il ajoute que quand on confond vérité et unanimité, l'intolérance règne,
Car celui qui n'accepte pas la croyance commune l'empêche, pendant qu'il nie, d'être totalement vrai. La vérité ne recouvrera son intégrité que s'il se rétracte ou disparaît. On le voit, la post-vérité, dans son rejet des faits objectifs, donc dans son rejet de l'aspect expérimental de la science, mais aussi dans sa valorisation des émotions qui peut aboutir à des paniques morales ou à des mobilisations collectives parfois complètement irrationnelles. Cette post-vérité peut ainsi faire le lit de l'intolérance et de la violence politique. Précisons pour autant que rappeler l'importance des faits scientifiquement établis ne signifie pas que les experts doivent se substituer aux politiques, qui ont le pouvoir, eux, de décider en dernière instance. On s'en souvient, en philosophie politique, une chose est l'expertise scientifique, qui est toujours importante, autre chose, la décision politique. Cette précision donnée, nous pouvons conclure, sans doute avec une touche un peu plus optimiste. Car, heureusement, la fabulation peut produire aussi des représentations fantasmatiques du futur qui nous font sortir des impasses parfois accablantes du présent. Elle permet d'imaginer de nouvelles perspectives politiques qui nous font avancer. La fabulation lutte contre le désespoir que peut produire notre intelligence, mais la lucidité commande de voir qu'elle peut permettre aussi de reprendre espoir en l'avenir.